télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels. Bienvenue à tous sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Bonne fête à vous, à l'ensemble du peuple de Guinée qui bénéficie de 2 jours de congé exceptionnel, il faut le rappeler, à l'occasion de la fête de Tabaski. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. À la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, disponible sur les bouquets Canal+, et Star Times. Sur les réseaux sociaux, vous nous pratiquez via Kavi TV, Kavi Média, notre application mobile qui vous accompagne, disponible également sur Play Store et App Store et sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez être en contact avec nos différents programmes. Au menu de ce matin, la Mamaya de Kanka, le Kanya Souli de Kindia, le Poda et les rites liés à la forêt sacrée sont bien plus que de simples danses ou festivités. Ces expressions culturelles sont ancrées dans les identités, rythment la vie des communautés. Organisées à des moments clés de l'année, elle renforce les liens sociaux et rappelle la richesse de la diversité culturelle guinéenne. Mais à l'heure où les traditions peinent parfois à résister face à la mondialisation, faut-il aller jusqu'à institutionnaliser ces pratiques pour mieux les protéger et les valoriser au niveau national et international? Pour en parler, nous aurons comme invité M. Alpha Traoré Gims. Il est consultant culturel. Après 3 ans de présence au Mali, le groupe paramilitaire russe Wagner se retire et cède la place à une nouvelle force, Africa Corps. Ce groupe, également lié au Kremlin, prend désormais le relais dans le pays. Un premier contingent d'environ 200 hommes avait été déployé à Bamako en décembre 2024. Ils sont nombreux, ils sont aujourd'hui plus de 1500 selon des sources sécuritaires. Si Wagner se retire, la présence russe, elle ne faiblit pas. African Corps est une force officiellement pilotée par le ministère russe de la Défense, marquant une reprise en main directe par Moscou. La mission reste inchangée, maintenir et renforcer l'influence russe dans le Sahel. Mais à la différence de Wagner, Africa Corps est moins autonome, plus structuré et directement supervisé par le pouvoir central russe, alors que le Mali a définitivement rompu avec la France et fait toujours face au groupe djihadiste. Une question s'impose. Ce nouveau partenariat militaire pourra-t-il vraiment renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans la région? On en parle dans cette émission, le Scanner. Dans cette émission également, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale réunis ce samedi a décidé de proroger d'1 an la présidence de la Guinée
équatoriale à la tête de l'institution. Une décision qui n'a pas été du goût du Rwanda qui a annoncé dans la foulée son retrait pur et simple de l'organisation. Kigali dénonce une instrumentalisation politique de la CEAC par la République démocratique du Congo avec, selon lui, la complicité de certains États membres. Le départ du Rwanda soulève d'ailleurs de nombreuses interrogations sur la cohésion au sein de la CEAC, mais aussi sur l'équilibre géopolitique régional. Quels seront les impacts de ce retrait? Quelles en sont les implications politiques et diplomatiques? Les analyses de nos débatteurs à suivre également dans un instant. Et puis les tensions entre Donald Trump et Elon Musk prennent une tournure de plus en plus inquiétante. Le climat entre le président américain et le patron de Twitter s'est nettement détérioré ces derniers jours. Depuis le jeudi 5 juin 2025, les pics et menaces fusent de part et d'autre par déclarations et publications interposées. Ce bras de fer qui prend son origine des critiques de Musk quant à la vaste loi budgétaire de Trump pourrait bien avoir des répercussions économiques et politiques, notamment la conquête spatiale, puisqu'aujourd'hui la NASA dépend fortement des lanceurs de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk pour l'envoi d'astronautes dans l'espace. Quelles peuvent être les conséquences de la rupture entre Trump et Musk? Nous tenterons de vous faire comprendre dans cette émission Le Scanner. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce premier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble du territoire national. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant vous nous prenez en marche, merci de choisir Kavi et Média, le média du développement et de l'entrepreneuriat. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yahi Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à Mankontance dans la préfecture de Bofa. Merci. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, merci Yaya pour ce bonjour. Voilà. Concernant Mankunta, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit, mais quand même, ça tombe dans de bonnes oreilles. Allez, c'est compris. Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour, et puisqu'il s'agit de saluer les préfectures ou sous-préfectures, moi je suis de Bofa, donc ça ne me gêne pas. Et donc moi je dis bonjour à Kabak qui est aujourd'hui englouti. Ouais, par les eaux de mer, honnêtement. On le sait, avec la montée des eaux de mer, ce n'est pas facile de ce côté-là. L'agriculture, qui est l'activité principale, n'existe presque pas. Vous le savez d'ailleurs. Rares sont des districts qui pratiquent la pêche. Aujourd'hui, il y a nécessité de se pencher vers ce côté-là, puisque la digue qui représente aujourd'hui vraiment le vecteur de développement pour cette population est détruite depuis plus d'une dizaine d'années. Si rien n'est fait, Kabak risque de disparaître. Kabak risque de disparaître. Donc NSOS pour Kabak et ses habitants. On se plonge alors dans le menu du jour. Je reste avec vous, Yamoussa Cheikh Kamara. On parle de culture. La mamaya de Kankan, le Kania Soli de Kindia, le Poda ou encore les rites forestiers, je l'ai rappelé tantôt à l'introduction, sont des pratiques culturelles majeures. Mais elles méritent toute l'attention, toutes les attentions pour leur pérennisation. Mais avant tout débat, nous allons d'abord suivre ce reportage de la rédaction politique et derrière, on se retrouve pour le débat. Mamaya à Kankan, Kaniasoli à Kindia, Tupusese au Fouta et Forêt Sacrée en Guinée forestière sont des danses culturelles qui représentent une histoire pour chaque communauté pratiquante. Au-delà des coutumes, ces diversités culturelles définissent le vivre ensemble, la cohésion et la retrouvaille entre amis de différentes générations. C'est une diversité socio-culturelle devenue coutume pour les communautés guinéennes. Le sociologue Djigiba Kolako Traoré évoque l'importance de ces rendez-vous culturels. Si vous voulez, un retour en arrière, n'est-ce pas, de la nouvelle génération à faire prévaloir, n'est-ce pas, les différentes cultures.
je prends l'exemple sur le Toupoussé, c'est par exemple du Fouta, je prends l'exemple sur, comment on appelle ça, sur le Yankadi, et sur le Dunduba, et tant d'autres, n'est-ce pas, la culture, les danses Kounyagi, Bassari, et j'en passe. Je dirais aujourd'hui que, sincèrement, c'est un soulagement. Le Kania Soli, la même chose. Vous savez, Soli, c'est quoi? Soli, c'est un type de danse organisé par les parents des candidats à l'excision et à la circoncision. Au niveau de la forêt sacrée, la danse de Kissian, de Thomas, de Guerzé, etc. Eh bien, mais toutes ces danses-là sont symboliques et traduisent, n'est-ce pas, certaines valeurs de la communauté. De nos jours, la Mamaya de Kankan et le Kanyasoli de Kindia reprennent de la plus belle des manières leur élan historique. Des moments de rencontre ponctués par des danses folkloriques et autres prestations artistiques, ce qui symbolise la beauté de la diversité culturelle guinéenne. La Mamaya est organisée par les différentes classes d'âge, hein, qu'on appelle les CD. C'est pourquoi vous entendez CD Dandia numéro 1, numéro 2, Doudia numéro 1, numéro 2, numéro 4, etc. C'est les différentes générations qui se relaient au niveau de la place publique qu'on appelle Bra. Bra en malinké, c'est une sorte d'estrade dédiée, n'est-ce pas, aux manifestations socioculturelles, n'est-ce pas, du village. Alors, ils se retrouvent sous forme en rond. Et quand ils se retrouvent sous forme de rond, eh bien, les artistes qui sont là, qui utilisent des balafons, les dundumba et la guitare avec la modernité, etc., eh bien, chantent en faisant des éloges. Promouvoir les valeurs culturelles, préserver les coutumes, transmettre le savoir-faire aux nouvelles générations constituent les moments forts de la diversité culturelle célébrée par les différentes communautés en Guinée. À l'image de la Mamaya de Kankan, le Kanyasoli de Kindia, le Toupoussé du Fouta et la danse de la forêt ont aussi besoin d'être réveillés pour le bien-être des communautés. Donc, c'est la danse. Merci à la rédaction politique, à Ansoubaïlo Baldé et à Michel Ouandounoan pour la réalisation de ce reportage. Yamoussa Cheikh Kamara, nous avons suivi quand même les explications de ce sociologue. Avant d'aller avec notre invité qui est déjà au bout du fil, on va aller avec vous, Mamaya Kanyasoli, aujourd'hui qui prennent de l'ampleur en République de Guinée, mais il y a encore d'autres pratiques culturelles présentes en République de Guinée, mais qui sont quasi inexistantes, si on peut qualifier cela comme de cela, si on peut dire ainsi, aujourd'hui qui doit quand même inquiéter chacun de nous. Il faut d'abord saluer ce qui est en train d'être fait aujourd'hui et ce qui est en train de gagner ou de monter en puissance, en tout cas à travers notre culture, notre patrimoine, diversité. Donc il faut le dire avec fierté aujourd'hui et sans complaisance aucune que la Guinée est en train de donner naissance à des bébés culturels qui sont en train aujourd'hui de charmer le monde entier. Ouais. Un exemple, la Mamaya, la grande Mamaya du Kankan par exemple, loin d'être une simple danse, vous le savez, est aujourd'hui une voie sûre de la pérennisation de nos traditions, la valorisation de nos cultures, mais aussi un moyen de rassemblement, donc de mobilisation, une occasion surtout de promouvoir la paix, l'unité, mais aussi le vivre ensemble, donc la cohésion sociale, vous devez le comprendre. Et vous savez que depuis à Kankan, aujourd'hui, nous sommes à la 85e édition. Ouais. Et cette danse qui a pris ses racines dans les années 30, je crois, selon les informations, à Kankan, est en train de monter en puissance aujourd'hui, puisqu'elle impose à nous notre identité culturelle et puis est en train de gagner du terrain par ses prestations artistiques, par le niveau organisationnel, des prestations scéniques. Et cette année d'ailleurs, vous avez vu depuis le lancement de la 85e édition, on a vu des différents témoignages depuis Kankan et puis les images qui sont là, que l'on est en train de suivre, tout nous explique vraiment que le peuple ou la République de Guinée
train de s'affirmer vis-à-vis du monde entier, culturellement parlant. Et donc aujourd'hui, il reste un défi de la part de nos autorités, puisqu'on parle de l'institutionnalisation de cette danse-là, mais qui est aussi un rendez-vous annuel de façon culturelle. Le grand défi donc pour les autorités est de trouver des voies et moyens pour son institutionnalisation, puisqu'elle a connu un essor grâce à la participation même des grandes personnalités du pays et des notables même de la région de Kankan. Au fil du temps, elle est devenue un symbole d'union, de paix et de cohésion sociale, réunissant des milliers de personnes chaque année. Elle est aujourd'hui, cette Mamaya, un joyau culturel, un patrimoine immatériel national reconnu par les autorités du pays. Donc, la Mamaya célébrée chaque année, vous le savez, Abdallah, elle joue aujourd'hui un rôle important dans la transmission des traditions et des valeurs culturelles mandingues aux jeunes générations. Elle favorise également la cohésion sociale en rassemblant différentes générations et groupements féminins. Il ne faut pas aussi occulter le fait que cette Mamaya est aujourd'hui le moteur économique, justement puisqu'elle attire des touristes et contribue au développement économique de la région de Kankan, notamment à travers les artisans et les groupements en féminin. On parle de la Mamaya. La Mamaya en elle seule, vous allez comprendre qu'il y a toute une diversité culturelle, puisqu'on a la danse, on a la musique, on a l'artisanat et puis on a le tourisme. Aujourd'hui, tout cet ensemble se donne rendez-vous pour aujourd'hui donner de la valeur à notre culture. Et donc, il en est de même pour également Kania Soli. Kania Soli, qui est aussi une autre danse qui renaît de ses cendres depuis 6 ans dans la ville des Agrumes, puisqu'on avait à un certain moment, avec la relève qui a été assurée par la nouvelle génération aujourd'hui et qui assure le niveau organisation de ce côté-là. C'est vrai que cette autre danse qui a été modernisée un peu s'inspire de la grande Mamaya du Kankan, mais se particularise par ses couleurs rayonnantes de la Basse-Guinée à travers son mode de danse et tout ce qui s'ensuit. Au-delà, on a aujourd'hui d'autres danses qui n'ont pas eu d'ampleur, comme le Toupou Sessé et puis Forêt Sacrée de l'autre côté de la Guinée forestière. Mais derrière, avec ces deux aujourd'hui qui sont en train de monter en puissance, on parle de la grande Mamaya de Kankan et de Kania Soli. À travers tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la Guinée est représentée, puisqu'il y a eu d'autres personnalités de d'autres pays de la région, de la sous-région, qui se sont aujourd'hui invités à Kankan et qui ont essayé de s'affirmer aujourd'hui, venir observer ce qui se passe chez nous, histoire peut-être de refaire la même chose. Les autres sont en train de prendre l'exemple sur nous. Alors, chapeau aux autorités qui ont décidé vraiment de reconnaître cette culture-là en déclarant qu'elle soit notre patrimoine immatériel national. Mais derrière, il faut aller plus loin, puisqu'on parle de son institutionnalisation ou de leur institutionnalisation, ces danses ou cette diversité culturelle. Il faut d'abord aussi essayer de faire en sorte que ces danses, ces valeurs soient reconnues à l'UNESCO, c'est-à-dire au patrimoine de l'UNESCO, justement, sur le plan international. Et pourquoi pas ne pas miser à l'interne pour essayer, s'il faut, les subventionner afin qu'elles puissent s'enraciner davantage. En tout cas, pour le moment, il y a une nécessité de donner de la valeur et de la pérenniser. Il ne faut pas seulement se limiter à se rencontrer pour aller danser, chanter et dire que oui, on s'impose, on a notre identité. Il faut une pérennisation. Bien. Ça fait 85 ans environ, quand nous parlons de la grande Mamaya, ça fait 85 ans qu'elle est en train de se refaire, de s'imposer, de cartonner et donner du goût aussi, de se façonner sur le plan national et même international. Et donc, s'il y a lieu d'une reconnaissance internationale, on dit
on souhaite la bienvenue à cette reconnaissance, Abdallah. À cette reconnaissance, on pose encore la question. Cette fois, à notre invité, faut-il alors les institutionnaliser? On parle de la mamaya, on parle du kaniasoli et d'autres danses pratiques culturelles existantes en République de Guinée. Nous avons au bout du fil Monsieur Alpha Traoré Gims, il est consultant culturel. Bonjour Monsieur Traoré, merci d'accepter d'intervenir sur Kavi Média. Bonjour Abdallah, bonjour à Kavi Média. Merci et bienvenue à vous. Pour commencer, que représentent à vous des traditions comme la mamaya, le kaniasoli ou les rituels forestiers dans l'identité culturelle guinéenne? Vous êtes consultant culturel, il faut le rappeler. Sinon, un amour pour le rituel, la tradition et le qui est l'homme. Mieux vaut être que d'exister. Vous savez, la Guinée, je ne pourrais pas faire une comptabilité exacte, mais à plus d'une centaine de rythmes. La mamaya, qui, en appartenance à la Haute-Guinée, dont le début était de la part à nos frontières de la République du Mali, déportée à Kankan, la mamaya reste identitaire, propriété de la Haute-Guinée. Il y a plusieurs rythmes africains. Il y a plusieurs rythmes guinéens. J'ai écouté avec plaisir les prédécesseurs qui sont sociologues, qui sont hommes de culture. Que pourrais-je ajouter sinon dire que le train commence à être sur les rails? Okay. Il n'est jamais trop tard de sonner à l'horloge. De nos jours, la rumba congolaise sonne à l'UNESCO. Le mets appétissant, le tchèp, sonne à l'UNESCO. La tétée ivoirienne sonne à l'UNESCO. Je suis dans l'esprit de mes prédécesseurs qui disent que l'autorité se doit toute stratégie politique, toute investigation pour que la mamaya puisse sonner à l'UNESCO. C'est rituel, c'est dans la tradition, c'est générationnel. Je suis tellement satisfait que je ne puisse rien dire. D'abord, en tant que pionnier propulseur de notre identité musicale après Sylphone, lorsque je vois cette génération, nos fils, habillés, vêtus de boubou traditionnels au pas de cette mamaya, j'ai dit alhamdoulilah et je remercie le programme, la politique mise en place par le général des armées, Mamadi Doumbouya, pour une victoire à l'horizon. À l'horizon, hein, le soli de Kindéa. Oui, allez-y. La danse classique, le Yankadi, que personnellement est égale à élégance et finesse, se doivent un suivi. En forêt, le Diaba de Pela, le Tamadegui du Touma, le Zagila du Guerzé et autres. La Guinée est riche culturellement. Heureusement qu'avec cette nouvelle offensive de la politique instaurée par le CNND, nous sonnerons à l'horloge internationale avec le Yankadi. Voilà, monsieur. Bien, maintenant, il y a un autre aspect, on l'a déjà rappelé, c'est l'aspect fragilisation. Aujourd'hui, vous plaidez à ce que les autorités s'investissent de plus pour qu'on puisse institutionnaliser ou ramener vers ces pratiques culturelles vers des reconnaissances internationales. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect de la mondialisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que cette mondialisation n'affecte ces pratiques ancestrales? Qu'est-ce que tu veux dire par mondialisation? Le numérique? Oui, mondialisation. Avant, vous avez parlé tout à l'heure du Yankadi. Le Yankadi, c'est la danse des hommes forts, c'est vous qui l'avez appelé. Ou le Dundumba, hein, je ne sais. Ça, le Dundumba, la danse des hommes forts. Aujourd'hui, est-ce que dans la pratique, c'est ce qui est fait? Est-ce que dans l'institutionnalisation, est-ce qu'il faut encore appuyer sur cela, insister sur le fait que l'originalité guinéenne doit demeurer? D'où vient le mérite du management?
Nous avons besoin de grands managers à l'international pour pouvoir institutionnaliser la mamaya. Mais avec la présence du numérique qui domine présentement, voilà le handicap qui quand même a désorienté complètement la culture guinéenne. Parce que la mamaya est inclue dans le rythme guinéen. S'identifier à la mamaya serait encore plus porteuse, parce que quand je dis s'identifier, d'accord, le Soli, le Yankadi et autres, mais voyez-vous, le Congolais a un seul rythme où toute la population s'est identifiée, la rumba. Aujourd'hui, le Sénégal, le Mbala est en train de donner la tonalité. En tant qu'homme culturel, je me pose la question, quelle est l'identité de la musique guinéenne? Quel est l'artiste guinéen qui a une identité? Je vais poser la question, répondre en même temps à ce que je cherche. Paix à son âme. Momo Andel avait une identité. De nos jours, je ne peux citer que peut-être le dernier en vocal, mais qui a une identité musicale, Oundouaka. Qui d'autre? Il faudrait que nous, d'abord, Guinéens, nous nous identifions à travers la mamaya. Lorsque le Guinéen consomme la mamaya, se sent mamaya, propriétaire de la mamaya, la propulsion peut voir le jour. D'accord, l'autorité est là, mais il faudrait une politique très classique, des managers très professionnels, des managers qui savent instaurer et transformer le blanc en bleu pour que la mamaya puisse sonner à l'horloge de l'UNESCO. C'est un travail très difficile, mon cher Abdallah. Très difficile. Seulement que je suis heureux parce que la tendance est dans mon esprit. Déjà, la nouvelle génération avait complètement raté le coach avec l'instauration du numérique. Cette programmation monotone de 4 mesures, on court à 17h au bord de la mer et le soir on rentre en studio pour se dire chanteur. Et puisque le hasard favorise les esprits bien fabriqués, déjà à partir d'un titre, d'autres se sentent vedettes. Vedettes de quoi? Porteuses de quoi pour la nation? Il faudrait que le Guinéen, d'abord, ait l'amour de ce rythme, la mamaya, et que le Guinéen s'identifie après ce rythme musical pour que les managers puissent porter plus loin. Il ne s'agit pas d'être un pays riche pour s'identifier, mais il s'agit d'être un pays culturellement riche pour avoir une identité. Ben, si je dois vous suivre avant la question de Cheikh, vous, la mamaya d'abord, à l'image de la rumba, du bala, du côté du Sénégal, la mamaya d'abord et peut-être d'autres suivront. Pourquoi vous insistez sur le fait que ce soit d'abord la mamaya? La mamaya, parce que présentement, c'est elle qui sonne plus fort à l'horloge, comme l'a dit mes prédécesseurs. Aujourd'hui, la mamaya prend un caractère national. Je ne choisis pas la mamaya. Sinon, de cœur, moi, homme pris, à travers l'élégance et la finesse, le Yankadi me voit plus droit. Une danse qui ne donne pas de chaleur, pleine de finesse, qui donne affection et amour en le pratiquant. Mais puisque la mamaya est maintenant en train, socialement, de trouver sa place nationale, il est nécessaire qu'on s'oriente tous après la mamaya pour avoir au moins une identité musicale. Bien. Si la population guinéenne ne s'identifie pas à travers un rythme, ça ne peut pas aller. Alors, M. Traoré, voilà Monsieur Traoré, on reconnaît tous que la mamaya a pris le devant aujourd'hui à travers le volume qu'elle a eu de façon au niveau national, mais aujourd'hui international, puisque dans la sous-région, il y a
d'autres personnalités qui s'invitent chez nous pour venir s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire. Mais quelque part, vous avez évoqué tout à l'heure le handicap que cause le numérique dans cette fulgurante montée de la mamaya. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que si nous devons tous nous identifier de cette mamaya, le même numérique n'a pas un grand rôle à jouer? Bien sûr, bien sûr. C'est la mondialisation. À l'époque, la musique du Bembea Jazz, de Bala et ses baladins, se faisait avec un système différent du numérique aujourd'hui. Il faudrait se conformer au numérique. Et si nous arrivons à nous identifier, ce numérique, pourquoi pas dans leur programmation rythmique, tel le soul, tel le jazz, puisse faire une programmation internationale où l'Américain va se conformer à la mamaya, où le Français va se conformer à la mamaya. Donc le numérique, il n'est pas à négliger, il est utile. Mais tant qu'on ne s'identifie pas, on nationalise pas, on n'internationalise pas à travers un bon management, la mamaya, elle ne peut pas être en accord avec la concordance numérique. Alors, comment nationaliser le mamaya? Vous l'avez rappelé ici, nous sommes dans une république multiculturelle. Comment faire en sorte que des Guinéens puissent justement converger vers le mamaya, d'autant plus que nous avons le Kanyasoni, le Tupsese, de l'autre côté aussi, nous avons les danses de la forêt. Comment faire en sorte que ce maillage puisse aboutir à une identité unique? Un salut à l'identité, à l'institution civique qui a manqué depuis longtemps. Vous savez, la mentalité guinéenne, quoi qu'on dise, l'orientation ethnique est en train de se figer. Mais puisque la mamaya, c'est la Guinée, et le Yankadi, c'est la Guinée, le Tupusese, c'est la Guinée, le Sori, c'est la Guinée, mieux vaut être patriote, s'aligner en tant que Guinéen pour porter le flambeau de celui déjà qui a le premier pas. Voilà pourquoi je m'accentue sur la mamaya. Oui, mais pourtant, il y a une possibilité de faire un mariage entre toutes ces danses de ce Traoré. Mamaya, Kanyasoli, autre Tupusese, entre autres. Oui, un mariage. Qu'est-ce que tu veux parler par mariage? D'abord, la mamaya est un rythme. Le rythme, c'est une cadence dans un tempo. Le dundumba en est une autre. Le soli en est une autre. Peut-être en tant que professeur de musique, je viens vers vous pour que vous me dites comment on peut jumeler à la rythmique la mamaya, au yankadi, au tupusese ou au djaba. La question c'était de savoir s'il y a une possibilité. La question c'était de savoir s'il y avait une possibilité de faire un mariage entre toutes ces danses-là. Sinon, avec votre explication, on a compris. Parce que puisque derrière, il y a aussi Kanyasoli qui monte en puissance. Et plus loin, on a d'autres aussi. On s'inspirait peut-être de la première vedette qui est aujourd'hui la mamaya. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas, au fil du temps, gagner du terrain. Tant mieux quand il y a beaucoup d'ingrédients dans la sauce. Ça peut être ma réponse culturelle. Le Kanyasoli, les managements, il y a longtemps, en France, il y a une base qui défend le Kanyasoli. Déjà qui commence à marquer le petit français du 16e là-bas. Je vous dis, on a besoin de management. Bien. Mais quant au mélange rythmique, là, je ne suis pas un professeur de musique, mais je ne crois pas que ça puisse aboutir. Alors comment... Qu'est-ce que vous entendez par management? Est-ce que vous voulez parler de management étatique à l'image du Congo qui a porté la rumba congolaise à l'international? C'est cela? Salutaire. Bien. Bien sûr. D'abord, la paix. De cette propulsion de notre musique, c'est qu'il a manqué de grand management. Les journalistes culturels qu'ils sont, se sont déguisés en managers. Et pourtant, un manager est différent d'un journaliste culturel. Donc il faut... son âme, Fulgence Kati. Oui.
et autres. Monsieur, Ils ont porté loin. Monsieur Traoré, Oui. Traoré, ne serait-il pas nécessaire aujourd'hui de réfléchir profondément à la transmission, la transmission de toutes ces pratiques, notamment à travers l'éducation, vous l'avez déjà rappelé, et à travers les familles, la cellule familiale, plus loin à travers les médias. Est-ce qu'il n'est pas temps de commencer le processus par ces différents vecteurs ou ces différents secteurs, pardon? Préalablement, je vous ai parlé d'instruction civique. C'est pour joindre l'utile à l'agréable. Cet esprit de vous, M. Abdallah, est très constructif, très progressif. Le coach est raté il y a longtemps. D'abord, cette génération de nos petits-fils, nous autres qui avons la soixantaine, complètement, le coach est raté parce qu'on les a laissés libres comme le poisson dans l'eau à travers l'orientation de leur musique, qui est sans structure, où beau-père et beau-fils ne peuvent pas écouter une musique. Cependant, la musique, c'est la transmission de messages d'éducation. Le coach est raté. Donc, il faudrait qu'on revienne, comme vous l'avez dit, de famille en famille, à travers l'instruction civique, que d'abord la musique n'est que la transmission de messages de sagesse. Ça, c'est raté un peu il y a 2-3 générations. C'est maintenant que je salue cet esprit au moins, ou au moins on est en train d'indexer un rythme qui prend un caractère national. Bien, oui. Mais pour l'agrandissement oui. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui toujours de l'institutionnalisation ou de la reconnaissance de cette pratique qui est aujourd'hui, cette danse, la mamaya à l'international, est-ce qu'il faut aujourd'hui que l'État soit le porte-flambeau en termes de management, puisque derrière vous-même, vous dites que cela manque et que les jeux que nous avons ne sont pas dignes de nom? Non, excusez-moi, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas dignes de nom. C'est un peu trop mis. Il manque le professionnalisme. Le professionnalisme est loin de dignité. Sachant placer les mots, je ne me permets pas de blesser quelqu'un. Le professionnalisme a manqué dans l'écurie de nos managers. Qui vous pouvez indexer aujourd'hui en Guinée comme manager? Ils se font passer de managers. Certains se disent professionnels. Mais ça manque. Alors qu'est-ce qui manque, Alpha Traoré? La formation. La formation fait défaut. Et s'il y a une formation, l'intérêt personnel dépie l'esprit de progrès. Le Guinéen, surtout cette classe d'artistes, de managers, reste la classe la plus méchante. C'est pas l'occasion du thème, mais c'est très important de le signifier. L'État ne peut pas. L'État peut créer les conditions. Le pas donné par le général Mamadi à travers son ministre Moïse, là, c'est déjà bon. Mais il ne peut pas aboutir. Il faudrait créer les conditions de formation, les conditions d'ordre moral et matériel pour permettre le contact entre les managers et l'institution, en peine qu'il y ait une intégration. Vu qu'on parle de ça, l'État en termes de promotion quand même reste le premier manager. Et pour la promotion de ces différentes disons cultures aujourd'hui, notamment on parle de Mamaya, de Kania Soli et autres, il y a quand même disons une certaine c'est-à-dire en matière de privilèges aujourd'hui, la Mamaya passe plus devant parce que le Kania Soli par exemple et la Mamaya sont organisés au même moment, disons à la même période, sauf que la Maya gagne quand même plus de crédit que le Kania. Comment vous comptez, comment vous trouvez tout cela? Je ne voudrais pas que vous mangez le piment dans ma bouche. Organisé au même moment et que la Mamaya est une teneur. Le parrainage est offert à la basse-côte. Tout ça, c'est le manque d'organisation.
Et même puisque la fête est lundi, le jour J, qu'on ne peut pas changer, mais déjà, la Mamaya en préambule, avant que la Basse-Côte n'ait le parrainage, le Fouta a eu le parrainage, la Fouta a eu le parrainage. Je voudrais qu'on se sente guinéenne pour avoir une victoire face à cette culture guinéenne, face à ce problème de Mamaya, de Kania Soli, de Yankadi ou de Tupusese. Oui, mais à l'évidence, la priorité aujourd'hui, c'est la Mamaya, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On constate. Oui. Vous pouvez me donner les facteurs positifs de cette constatation? Oui, justement, c'est par la présence, la présence notamment symbolique même du chef de l'État, du gouvernement, on n'a pas d'aujourd'hui. Mais je vous dis que la Mamaya est plus âgée que l'histoire même que vous et moi nous sommes en train de raconter. C'est sa 85e édition. C'est passé de grand-père en père, de père en fils. Tout ça, c'est l'organisation de base. C'est l'organisation de base. L'organisation actuelle est donnée à insérer ou à un groupement qu'on appelle CD Dandiandi numéro 4, dont le chef d'État même est inclus. J'écoutais un autre sociologue qui faisait une transmission, qu'il ne faudrait pas que le chef d'État bouge sans faire, comme il le disait, le Kinimalo Mousso, c'est-à-dire sans qu'il ne fasse les droits logiques, sinon de l'arrêter malgré son cortège et le chercher. D'accord, on va essayer de rappeler encore M. Alpha Traoré. Avec lui, nous parlons de ces différentes traditions guinéennes, ces danses traditionnelles. On parle de la Mamaya, du Kania Soli, du Touboussé et tant d'autres qui existent en République de Guinée, cette variété culturelle qu'aujourd'hui, qui nécessite une institutionnalisation. Il l'a déjà rappelé, aller de celle qui est plus en avant, 85 ans, plus âgée que même l'indépendance de la République de Guinée. 85 ans, la Guinée indépendante n'a d'abord pas 85 ans, et peut-être ajouter, venir en escalier, comme il l'a déjà rappelé à Moussa Cheikh. En tout cas, on a vu, je l'ai rappelé dans mon intro ici, que depuis les années 30, que cette danse a pris ses racines à Cancan. Et donc, au plus loin, on peut comprendre qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'organisation, avec la montée en puissance qu'elle est en train de gagner aujourd'hui, tout ça, c'est parce que c'est un travail de fond qui a été fait et puis qui sort sur la forme aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps, depuis 85 ans. Aujourd'hui, si tous nous devons passer par la Mamaya pour s'identifier, moi je crois que c'est ce que monsieur Traoré... Un premier pas. C'est ce que monsieur Traoré est en train de le faire comprendre. J'ai fait exprès de poser la question s'il peut y avoir un mariage entre toutes ces cultures, toutes ces danses, mais l'acteur culturel, il nous a fait comprendre que derrière, peut-être qu'avec les danses qui sont plus rythmées les unes après les autres, il y a peut-être une difficulté de faire un mariage entre toutes ces danses. Mais il faut comprendre que la Mamaya passe devant, puisqu'aujourd'hui, c'est la Mamaya qui cartonne, il faut le dire. 85e édition, il faut le rappeler, en cours même du côté de Cancan, c'est en route Guinée, de ce côté. Oui, monsieur Traoré, vous étiez en train de répondre à une de nos questions. Est-ce que monsieur Traoré nous reçoit? Monsieur Traoré, vous nous recevez? Malheureusement, on a un problème de liaison de ce côté. Monsieur Traoré, vous nous recevez? Il est parti. Ça ne va toujours pas. On va essayer rapidement avec la réalisation. On n'a pas assez de temps. Allez rapidement avec monsieur Traoré avant d'aller à l'autre sujet inscrit à l'ordre du jour. Avec lui, on parle de ces différentes danses traditionnelles, ces événements organisés à des moments spécifiques de l'année. Comment parvenir à une institutionnalisation de toutes ces traditions aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement doit mettre plus de moyens pour donner de la force à ces pratiques culturelles qui attirent de plus en plus de monde autour? On parle des artistes du côté loin de la Guinée qui viennent assister, des touristes qui viennent aussi assister, ce qui peut tant bien valoriser le tourisme culturel. C'est très important parce que le tourisme culturel aussi engrange un développement économique de la Guinée. Monsieur Traoré, vous êtes là, vous nous recevez?
le dieu de la technique nous est revenu. Oui, nous est revenu, comme vous l'avez dit. Oui, nous vous écoutons, vous étiez en train de répondre à une de nos questions. Ça a coupé l'appétit au moment où les 2 bras étaient pleins de protéines. Je vous assure que je suis très heureux pour cette émission. Merci. J'espère que, au-delà de nous autres, il sera suivi et écouté par l'autorité. Bien. Que pourrais-je dire? Sinon d'abord l'esprit guinéen. Le Soli, le Dundumba, le Yankadi, le Tupusese, le Yolé. Mettons en tête que la Mamaya a de l'avance. Beaucoup plus de facilité. Et lorsque la Mamaya intègre, on ne dira pas la Mamaya de Kankan, mais la Mamaya de Guinée. Oui. Oui. Il faudrait que nous ayons cet esprit. Je m'en réjouis. Je frémis de joie. Je félicite Kavi Média. Je félicite vous les journalistes. Je félicite les invités qui quand même font semblant d'attirer la cape vers la rive, c'est-à-dire moi, pour me poser des questions, afin qu'ils puissent voir une divergence. Qu'est-ce que je puisse dire plus haut que ça? Monsieur Traoré, rapidement, hein, peut-être il nous reste 2 minutes. Côté transmission, vous avez déjà parlé d'assez de choses aujourd'hui, d'éducation civique et autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on a sous la main, d'abord avant de parvenir à une institutionnalisation, il ne faudrait pas beaucoup plus développer le tourisme culturel qui peut quand même être un levier de développement économique pour la Guinée? Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence s'impose là, à l'instant même, valoriser le tourisme culturel en attendant d'obtenir cette fameuse institutionnalisation? Mais écoutez, le tourisme est inclus d'abord le touriste. Lorsqu'il cherche à voir le pays, ça s'identifie par la valeur naturelle du pays, par la valeur rythmique du pays, par la valeur identitaire du pays. Bien. Attention, ne confondons pas vitesse et précipitation. Avec l'intégration de la Mamaya, ça fait encore beaucoup plus d'audience, beaucoup plus de facilité pour le tourisme, pour l'artisanat et ce qui suit. Bien. Donc il faut attendre. Selon vous. Oui. Et pour vous, il faut attendre. Et le tourisme? Le tourisme culturel. Il faut attendre l'institutionnalisation pour beaucoup plus le développer. Non, on n'attend pas, on n'attend pas, on n'attend pas. Je n'ai pas dit d'attendre. Le tourisme est aussi en train de prendre un élan. Bien. Hein? Le tourisme en Guinée est en train de prendre un élan. Mais il est un peu aussi en retard par rapport à la musique, ou au rythme identitaire. Alors, est-ce qu'en réalité, vous plaidez pour une convergence autour de la Mamaya? Bien sûr. Bien. Ce n'est que ça qui puisse. D'abord, il faudrait que le Guinéen soit soi-même. Il ne faudrait pas que le Thomas de Massanta, le Guerzé de Zérékoré, le Peul de l'Abbé, le Soussou de Forcaria se disent que la Mamaya n'appartient pas à mon... La Mamaya s'appelle Guinéen. Alors pour le faire, que dire aux artistes du pays? Une grande question qui me donne du souffle à réfléchir. Nos artistes qui ont perdu l'orientation de la justice, l'affection de la vérité, l'intérêt matériel est primé dans leur tête. Je dis plus fort que ça. L'arbitraire sonne à l'horloge. Et je vais profiter, dégager, pas ma haine, mais ma sensibilité. Moi qui suis face à votre micro, j'ai réalisé 135 albums. Me voilà, ni sollicitude, ni invitation. Je suis dans mon anonymat. Heureusement que Dieu m'a donné cette richesse du savoir. Et puisque le savoir est la belle fondation, et la beauté d'une villa, c'est sa fondation, je remercie et je continue. Mon dévouement et ma disponibilité restent à jamais pour ma Guinée. Mon amour, ma patrie, le soi même. Merci.
Merci. Monsieur Alpha Traoré Gims, acteur culturel, consultant culturel, était notre invité de ce matin. Merci de répondre à nos différentes questions, Monsieur Traoré. Merci à Kavi, merci à Abdallah, merci aux invités. Je suis très satisfait de l'émission. C'est nous qui sommes plus satisfaits. Merci et à très vite sur Kavi Média. On passe à cet autre sujet. Après 3 ans sur le terrain, le groupe Wagner se retire du Mali. Il est remplacé par Africa Corps, une nouvelle force paramilitaire directement pilotée par Moscou, plus structurée, moins autonome, mais la mission reste la même. Étendre l'influence russe dans la région. Mohamed Lebar. Oui, African Corps, c'est le nouveau visage de l'interventionnisme russe au Mali, suite au retrait naturellement officiel du groupe Wagner en ce juin même 2025. L'African Corps émerge aujourd'hui comme étant, disons, le successeur désigné, piloté directement par le ministère russe de la Défense, donc disons Kremlin. Et cette transition marque aujourd'hui quand même un tournant dans la stratégie disons africaine du Kremlin, passant d'une milice semi-autonome à une structure disons militarisée, plus centralisée. Alors il faut quand même dire aujourd'hui que Wagner, qui quand même appartenait, qui avait quand même à sa tête un certain Prigozhin, vous vous rappelez, il y a un moment donné, décédé, qui quand même, évidemment, dans des conditions que nous connaissons tous, je préfère être à ce niveau-là. Il faut quand même dire que ce African Corps est aujourd'hui le nouveau partenaire, disons, du Mali. Il faut bien entendu parler quand même des origines et surtout aujourd'hui du contexte de la création, parce que le remplacement de Wagner après la mort de Prigozhin, je le disais, fondateur même de Wagner en août 2023 et sa tentative de rébellion contre Moscou, on s'en souvient encore. Le Kremlin avait quand même démantelé, disons, Wagner pour créer l'African Corps sous contrôle étatique strict aujourd'hui. Donc il faut quand même dire que l'African Corps appartient presque strictement, même pas presque, aujourd'hui quand même à l'État russe. Il y a bien entendu un objectif aujourd'hui affiché pour le Mali, notamment officiellement le groupe se présente comme un libérateur. Il faut le dire, anticolonial, promettant de donner, disons, aux pays d'Afrique, au-delà même du Mali, la liberté aujourd'hui et l'indépendance contre, disons, les parasites colonialistes. C'est ce nom très controversé, ça en dit beaucoup, disons, quand on parle d'Africa Corps, qui relèverait directement même d'Africa expansionnaire sous déjà même Hitler, donc le nazi. Il faut quand même dire que African Corps répand celui du corps quand même expéditionnaire nazi en Afrique durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même le souligner, un choix délibéré et qui suscite aujourd'hui de vives critiques. Alors, par rapport à la structure et les moyens opérationnels, il faut dire qu'il y a un contrôle direct ou qu'il y aura un contrôle direct par Moscou, contrairement à Wagner qui jouissait quand même d'une autonomie relative. L'Africa Corps est placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense et les services, disons, de renseignement militaire effectif aujourd'hui et composition. Vous avez entre 70 à 80%, disons, d'anciens mercenaires de Wagner recyclés au sein de la nouvelle structure, des ex-commandants emblématiques, disons, de Wagner, par exemple Andrei Ivanov, Ruslan, et qui sont aussi tous des dirigeants des opérations. Nous avons 1500 à 2000 hommes déployés au Mali depuis 2025. Il faut déjà dire, même bien avant l'officialisation du retrait, disons, de Wagner, il y a quand même ce contingent qui était déjà au Mali. On parle de 1500 à 2000 hommes déployés au Mali début 2026.
2025 avec des renforts qui sont aujourd'hui attendus. De l'autre côté, il faut parler d'une logistique, disons, renforcée. La Russie a livré quand même au Mali ces derniers temps plus de, disons, 100 véhicules militaires, chars blindés, et puis, disons, avec d'autres, c'est-à-dire véhicules de combat. Bien, avant de poursuivre, Mohamed, on va aller en pause. Derrière, on va poursuivre ce débat, il faut le dire, sur ce sujet très très important. Wagner cède pour Afrique encore, mais la mission reste le même. On va développer tout à l'heure, juste après nos obligations commerciales. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage.
Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Plus de 20 minutes de débat avec vous, auditeurs. Si c'est maintenant vous venez de nous prendre en marche à la télé ou à la radio, merci de votre fidélité à nos différents programmes. Mohamed Leba, on parle toujours de cette actualité du côté du Mali. Wagner cède pour Africa encore, mais la mission reste la même, je l'ai rappelé avant la pause. Il faut parler du rôle ou de la mission ou des missions même de ce nouveau partenaire qui est là aujourd'hui, Africa encore. Et il faut parler d'une continuité quand même stratégique, vous l'avez rappelé. S'il y a eu changement de partenaire, mais les missions vont rester les mêmes. On parle de maintien des mêmes positions que Wagner dans les villes du nord, notamment à Gao et puis voilà, Tombouctou, Kidal et puis à Bamako, soutien à la junte aujourd'hui parce que déjà c'est de ça qu'il s'agit, il faut quand même le dire. La junte aujourd'hui pilotée par Assimi Goïta, il y aura moins d'opérations directes, davantage notamment de formation de l'armée malienne, FAMA, et puis de l'autre côté il y a l'abandon des activités économiques parallèles, notamment mines, conseils juridiques, et puis au profit d'un soutien et aux entreprises russes existantes. Et il y a aussi le narratif quand même de succès, il faut le rappeler, Wagner quand même qui clame aujourd'hui avoir accompli une mission, disons, qui lui a été confiée depuis 2023, je crois. Donc Wagner aujourd'hui, selon ses responsables qui sont là, répare avec, disons, satisfaction parce que selon Wagner, aujourd'hui, la mission a été accomplie, la sécurisation avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui concernant notamment les villes de Kidal en novembre 2023, bien que de vastes aujourd'hui zones quand même restent sous contrôle djihadiste. De l'autre côté, il faut parler des défis, même s'il y a aujourd'hui des controverses, on a quand même des violations, notamment des droits humains. Il y a des méthodes brutales, notamment attribuées à Wagner. C'est des accusations, c'est vrai, peut-être que ce sont des accusations qui ressortent aujourd'hui après le retrait le retrait de Wagner, mais on parle même des massacres aujourd'hui quand même qu'on met à l'actif, disons, de Wagner, notamment l'ONU qui accuse l'armée. C'est pourquoi je vais poser cette autre question. Cette nouvelle présence suffira-t-elle à minimiser la menace djihadiste ? Parce que Wagner a été quand même accusé de beaucoup de choses, hein, on se rappelle. Évidemment. Et ça n'a presque pas freiné cette évolution du djihadisme, du terrorisme de ce côté. Oui, Wagner qui a été, disons, accusé notamment même d'avoir tué 500 civils, un scénario qui pourrait se reproduire avec Africa encore, parce que la dernière fois on le disait ici, je crois que c'est Yaya qui le disait, souvent on confondait notamment des djihadistes c'est-à-dire aux civils même maliens. Donc c'était un véritable problème par rapport à l'identification. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités maliennes vont davantage s'impliquer ou bien, disons, la collaboration entre notamment l'armée malienne, on parle de FAMA avec, disons, ces contingents dont aujourd'hui certaines unités déjà existent au Mali, et quel va être quand même le rapport ou la collaboration entre les deux pour pouvoir quand même éviter tout ce qu'on a connu quand même sous Wagner. De l'autre côté, il faut parler aujourd'hui de l'efficacité militaire douteuse, parce que malgré aujourd'hui les annonces triomphalistes, le Mali subit une recrudescence, disons, même si cela souvent c'est des informations qu'on parle moins sur le plan national. Au Mali, on n'en parle presque pas. C'est à travers les médias internationaux que nous apprenons souvent ces différentes, disons, nouvelles concernant parfois des bombardements et autres. Malgré donc ces différentes annonces-là, il faut dire aujourd'hui qu'il y a une nette recrudescence quand même d'attaques djihadistes, notamment cela fait juste quelques semaines où on parlait quelques jours même. Voilà, évidemment, on parle de 30 soldats tués à Boulkessi en ce mois de juin, donc une défaite majeure déjà face au groupe djihadiste et séparatistes. Donc il y a aujourd'hui de véritables problèmes par rapport, disons, à la gestion notamment futuriste de ce nouveau partenaire qui est l'Afrique encore. Pour le moment, il faut quand même, disons, se dire que ces dérapages qu'on a connus sous Wagner
s'il n'y a pas une nette collaboration, surtout par rapport à l'identification, parce que c'est ça aussi le problème. Si on n'arrive pas à séparer, c'est-à-dire l'ennemi à l'ami, ça va être un autre véritable problème qu'il faille d'abord résoudre, notamment par même l'armée malienne. C'est qu'il a bien compris. Pour le moment, sans résolution de ces différents problèmes, en tout cas, les efforts pour minimiser la menace djihadiste vont tomber à l'eau, si on peut le dire comme ça, ou on peut le qualifier comme ça. Évidemment, au risque de tomber à l'eau. Risque de tomber à l'eau. Ce qu'il faut aussi souligner aujourd'hui, c'est cette communication, disons, manipulatrice, parce que le groupe utilise aujourd'hui des canaux, notamment Telegram, pour diffuser quand même une rhétorique anti-française et vanter ses succès. Manque, disons, les échecs sur le terrain, aujourd'hui un déni quand même qui persiste. Par rapport au contrôle concernant ce nouveau partenaire, il faut quand même se dire aujourd'hui, c'est vrai que Wagner est parti, mais les missions presque restent les mêmes, les défis restent les mêmes. Le rôle qu'a joué Wagner à un moment donné, c'est le même rôle qui sera attribué à ce nouveau partenaire qui est quand même l'Afrique encore, qui compte embraser, disons, toute l'Afrique, même pas une question du Mali, mais je crois que cela commencera quand même par le Sahel aujourd'hui, qui est face à cet autre défi, notamment concernant les djihadistes, et c'est un véritable aujourd'hui défi pour ce nouveau partenaire, parce que quand même au-delà de ce qu'on peut reprocher ou de ce qu'on a reproché à Wagner, il faut quand même dire qu'il y a eu quand même, disons, satisfaction partielle, parce que le Mali, il n'y a jamais eu de dénonciation ouverte ou officielle vis-à-vis, disons, de certaines représailles de Wagner, ou disons de certaines bavures commises par ce partenaire russe qui aujourd'hui n'existe plus sur le territoire malien. Il faut le dire, Wagner qui laisse la place à Africa encore, c'est ce que vous avez compris. Nous avons essayé tant bien que mal de vous expliquer les contours de ce nouveau partenariat très très important. Partenariat ce qu'il faut aussi souligner, c'est une dépendance aujourd'hui sur le plan quand même de sécurité par rapport au Mali. Le Mali, quand même, aujourd'hui, la zone qui est en train de sacrifier, disons, sa souveraineté pour une sécurité illusoire, parce que tandis que la Russie, au même moment, se sécurise son influence par rapport notamment à l'Afrique, notamment avec cette guerre, disons, de puissance, notamment la France qui était là déjà il y a. Donc c'est un véritable problème aujourd'hui aussi pour le Mali par rapport à sa souveraineté, notamment concernant la sécurité. Bien, il y a une minute. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que Wagner, conçu pour un premier temps par Evgeny Prigojine, qui, vous savez, même a raflé un peu son parcours, a été plus ou moins disons, une armée privée, mais désormais, Africa encore, c'est une armée qui est contrôlée directement par l'État russe. Et c'est à se demander pourquoi un État comme le Mali ne justement traiterait pas avec l'armée légitimement établie de la Russie, et pourquoi on choisirait justement de signer des accords avec une milice privée. Et je pense que 70% de ce qui était au niveau de Wagner sont automatiquement transférés au niveau du corps. Donc ça veut dire tout simplement que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est l'appellation qui a changé, et ils ont juste trouvé l'appellation qui sied. Africain corps. Le corps africain. Moi, je dis que c'est le partenariat russo-malien qui se renforce davantage. Et la présence russe en Afrique qui se renforce. Très, très important. Aujourd'hui, la Russie est en train quand même de renforcer son influence en Afrique, et notamment par rapport à cette politique concernant Kremlin et puis la vie africaine à travers Kremlin. Donc, c'est pas pour les projets de l'Afrique. Évidemment, ce ne sont pas des projets de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai insisté sur ce fait qu'aujourd'hui, le Mali est en train quand même de perdre sa souveraineté, surtout par rapport à sa sécurité. Souveraineté sécuritaire, c'est très important. En tout cas, vous avez compris, de Wagner à Africa encore, ce n'est que le nom qui a changé pour l'heure, en tout cas selon les informations officielles fournies par les différentes autorités. Nous, on prend la direction du Rwanda. La prorogation de la présidence équato-guinéenne à la tête de la CEAC provoque le retrait du pays. Kigali accuse la RDC de manipuler l'organisation avec le soutien de certains États membres. Quelles pourraient être les raisons profondes de ce départ? Remet-il en cause la cohésion régionale, Yaya Diallo?
Bah oui, je crois que dans le cadre de toutes les organisations régionales que nous avons connues ici, et de toutes les associations, qu'elles soient régionales ou nationales, l'addition est beaucoup plus préférable qu'à la soustraction. Or, à ce stade-ci, nous avons constaté la démission ou le retrait tout au plus du Rwanda dans le cadre de cette organisation de l'Afrique centrale. Retrait dans la foulée, hein, il faut le rappeler, dans la foulée. Dans la foulée. Oui. Parce que pour le Rwanda, la fonction de la présidence était rotative. Donc, c'est un peu comme chez nous ici. Hein. Chez nous ici, c'est après les pays francophones, c'est les anglophones, c'est les ligophones. Donc, ça se passe comme ça. Et de l'autre côté, c'est dans le cadre de la rotation. Alors, il se trouve que normalement, et je crois que c'est au visa de l'article 6 du traité de cette organisation, normalement, après le mandat d'une année de Teodoro Obiangema, donc le président de la Guinée équatoriale, la présidence devrait revenir au Rwanda. Normalement. Ça, c'est les textes qui l'ont dit. Sauf que à l'espèce, les uns et les autres ont décidé, pour des raisons qui leur sont propres, certainement que nous pouvons connaître et comprendre aussi au niveau de la sous-région, que la présidence exceptionnellement puisse rester au niveau de la Guinée équatoriale pour une année supplémentaire. Donc je crois que c'est ce qui a irrité la colère de Kigali. Et bien, finalement, dans la foulée, ils ont décidé de se retirer de cette organisation, arguant que l'organisation fonctionne, disons, en contradiction avec les principes fondateurs de cette organisation, et que rien ne pouvait justifier la présence de Kigali dans une telle organisation. Donc, pour Kigali, plus loin, puisque ce sont des accusations quand même du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui dit que c'est la République démocratique du Congo qui influence l'organisation à travers un certain nombre de dirigeants qui sont acquis à la cause de la RDC. Et donc, comme tel, ils ne peuvent pas cohabiter. Je crois que de l'autre côté aussi, nous avons suivi la motivation de la RDC, parce que c'est à la RDC quand même qui avait, pour un premier temps, qui s'était opposé de la présidence qui devrait revenir au niveau du Rwanda, mais qui a décidé de dire attention, on ne peut pas à ce stade-ci se rendre au Rwanda pour assister justement à des travaux qui concernent l'organisation, parce que tout simplement aujourd'hui, nous sommes menacés par le même Rwanda. Donc quelque chose qui était diplomatiquement aussi compréhensible. Est-ce que cause profonde, est-ce qu'on peut dire que la guerre liée au M23, ce qui perdure, cette guerre sur le terrain s'est exportée sur le plan diplomatique? Absolument. Ce sont les conséquences d'un conflit qui perdure, un conflit dans lequel le Rwanda est cité aujourd'hui. Le M23, l'AFC, aujourd'hui, et ce n'est ni la République démocratique du Congo, encore moins les pays membres de l'organisation de la CEAC de l'Afrique centrale, qui ont accusé nommément le Rwanda. Ce sont les rapports de l'ONU, c'est l'Union européenne. Donc c'est tous ces observateurs-là qui ont convergé de dire que il y a justement les mains noires du Rwanda, et que le Rwanda serait justement le soutien de ces organisations-là. Donc pour la République démocratique du Congo, ce serait quand même contradictoire de la part de la RDC de pouvoir aller au niveau du Rwanda pendant que par endroits, ils sont aujourd'hui menacés par le même Rwanda. Donc, il y a là justement une juxtaposition des crises qui justement ont prévalu à ce que justement certains États, pas que la RDC, disent qu'ils ne sont pas d'accord, et si tel était le cas, n'allaient pas participer justement à des sommets qui pourraient justement advenir ou venir de la part de cette organisation, donc qui allait être organisée au niveau du Rwanda. Donc voilà aujourd'hui les régions justement qui pourraient sous-tendre cette décision-là, et pas que la RDC, il y avait même le Burundi aussi qui avait menacé. Donc voyez-vous, entre le Rwanda et un bon nombre des États aussi qui s'alignent derrière la RDC, il fallait perdre un, et je crois que la CEAC a décidé de perdre le Rwanda pour l'instant, en attendant que l'organisation puisse, puisque là aussi, c'est l'appel de tous les compatriotes, de tous les Africains de l'autre côté, pour dire que l'organisation sous-régionale, en ce qui concerne l'Afrique centrale, ne se bouge pas. Elle semble être complaisante vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui explique effectivement cette situation qu'elle traverse aujourd'hui. Parce qu'à un certain niveau, l'organisation, et nous connaissons très bien le principe de subsidiarité,
au niveau de la CEDEAO, nous avons connu ici des cas similaires où la CEDEAO, de par sa complaisance, a entraîné justement une situation aujourd'hui qui, jusqu'à date, n'a pas trouvé de solution. Et finalement, nous avons connu le retrait des 3 États. Et je pense que c'est ce qui risque d'arriver au niveau de la CEAC. Puisque vous parlez déjà de risque, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC? Les conséquences du retrait du Rwanda. Vous l'avez dit, le Burundi a aussi levé la voix pour dire attention, si c'est le Rwanda, on va rejoindre certainement la RD Congo. Ce qui a peut-être aptisé ou précipité cette décision, l'on ne sait, on met ça entre griffes. Aujourd'hui, quelles pourraient être les conséquences du retrait du Rwanda? Le Rwanda aussi stratégiquement, qui pourrait avoir des alliés dans la CEAC. Justement, la CEAC, c'est composé de 11 États. C'est le Cameroun, c'est l'Afrique centrale, la Centrafrique pour ainsi dire. C'est la République démocratique du Congo, c'est le Tchad, c'est le Burundi. Donc, pour ne citer que ce pays-là. Donc, c'est 11 États qui composent cette organisation sous-régionale. Alors, pour l'instant, aucun État n'a affiché quand même sa solidarité vis-à-vis du Rwanda. Mais conséquent, vous l'avez rappelé ici, dans le cadre de la transaction sous-régionale, parce que déjà il y avait des perspectives liées à la zone de libre-échange au niveau de la sous-région qui est en perspective. Donc ce sont des projets que l'organisation sous-régionale porte. Mais pour l'instant, les observateurs vous diront que il y a moins de risques en ce qui concerne les conséquences économiques, puisque dans le cadre de leur partenariat, il n'y a que 2% justement de transactions, disons, commerciales et financières qui s'effectuent entre les États. Donc tout ce qui reste là, ça se passe au niveau international. Donc économiquement, il n'y aura pas d'impact, mais politiquement et sécuritairement, il y aura justement des conséquences, parce que tout simplement, ça peut, de l'autre côté, raviver les tensions, ça peut donner le sentiment au Rwanda, un sentiment d'exclusion, parce que le Rwanda dira qu'en dépit de tout, la RDC continue de bénéficier du soutien de certains États, alors qu'en réalité, la neutralité devrait prévaloir, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que ça peut justement, pourquoi pas, comme nous l'avons connu ici au niveau de la CEDEAO, disons, connaître des fissures au niveau de cette organisation. Une avalanche de retrait, hein, si on peut l'appeler. Justement, une cascade de retrait, même si aujourd'hui, beaucoup d'États, vous savez, c'est presque le même peuple. Quand vous prenez le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la RDC, c'est presque le même peuple. Tout le monde converge à dire qu'aujourd'hui, le Rwanda est un État agresseur vis-à-vis de la RDC. Donc la RDC bénéficie quand même de la compassion de certains chefs d'État qui tacitement ont reconnu effectivement l'agression rwandaise vis-à-vis de la RDC. Donc il y a tous ces aspects-là qui ont pesé. Mais jusqu'à quand tout cela va passer, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, jusqu'à quand nous allons en tout cas observer l'évolution de l'actualité de ce côté. Nous n'osons même pas imaginer le scénario CEDEAO. Nous ne voulons pas peut-être voir cela. Peut-être que les différents membres vont trouver des solutions idoines pour faire revenir le Rwanda sur la table. D'une crise à une autre, cette fois, c'est un bras de fer. Folie pour l'un, ingratitude pour l'autre, ce sont les termes qui ont mis à nu les tensions croissantes entre Donald Trump et Elon Musk. Tout est parti de la vaste loi budgétaire de Trump, critiquée par Elon Musk. Les échanges virulents entre le patron de la Maison-Blanche et le patron de SpaceX pourraient avoir de lourdes conséquences politiques, voire économiques, notamment pour la NASA, qui dépend de ses fusées. Au-delà des collaborations dans le cadre technologique, Donald Trump a menacé samedi Elon Musk de représailles s'il venait à soutenir des élus démocratiques opposés à sa vaste loi budgétaire. Oui, c'est une guerre de titans. Je crois que beaucoup l'avaient prévu entre les deux manières des États-Unis. Et nous avons tous connu quand même Elon Musk, parce que quand même c'est ce qui a un peu même augmenté sa notoriété au niveau de l'Afrique. C'est vrai qu'il était connu par un certain nombre un certain nombre d'Africains ou à travers le monde, mais la campagne de Donald Trump aussi a augmenté sa notoriété, et puis finalement c'est dans ce cadre-là que beaucoup l'ont connu. Alors finalement, il fait partie parmi quand même de milliardaires américains qui se sont engagés pour la campagne de Donald Trump, et nous connaissons financièrement... Avec assez de secrets. Absolument. Financièrement,
son degré de participation et pourquoi pas aussi physiquement, puisque de tous les meetings que nous avons connus ici, on a connu quelqu'un qui était là, qui sautait comme un cabri. Ça, on l'a connu quand même. Quelqu'un qui a même à travers son réseau social X, qui a quand même entraîné ou drainé une bonne partie de ses abonnés vers le candidat républicain d'alors qui était justement Donald Trump. Alors, mais puisque ce sont des hommes d'affaires comme Donald Trump, c'est les affaires d'abord, et bien finalement, beaucoup l'avaient prévu effectivement que ces gens-là n'allaient pas pouvoir rester aussi longtemps que possible ensemble parce que plus les choses évoluent, plus les intérêts divergent et finalement c'est ce qui s'est passé. Et vous savez très bien qu'après l'élection de Donald Trump, il fut nommé premièrement d'abord le conseil principal de Donald Trump. Après, un département taillé sur mesure a été mis en place qu'on appelait le département de l'efficacité gouvernementale, parce que c'est lui-même qui avait promis justement de mettre fin à la bureaucratie donc, américaine et de rationaliser les dépenses publiques. Alors il s'était engagé dans des réformes, je crois que ce qui a valu lui-même à la fermeture du Millennium Challenge Corporation, de l'USAID, de beaucoup de programmes du gouvernement américain à travers le monde pour, dit-on, rationaliser les dépenses américaines et pourquoi pas essayer de renfler les caisses de l'État américain. Alors finalement, même à l'interne, il avait engagé des réformes visant à réduire les dépenses liées à l'administration. Et bien finalement, il s'est buté à des obstacles parce que c'est lui-même qui l'a avoué. Il a fallu même laisser ce plume dans ces réformes qu'il avait annoncées. Je crois que lui-même, il avait annoncé qu'il n'a pas pu malheureusement atteindre ses objectifs et c'est ce qui a justifié ou motivé tout au plus sa démission. Et bien finalement, il avait démissionné, mais il n'a pas pu, disons, gober un certain nombre de revers. Et bien finalement, il s'est livré, dit-on, à cause d'un certain nombre de réformes, puisque c'est ce qu'on nous a dit, que c'est ce qui a expliqué un peu ces divorces-là. Raison visible. Visible, c'est parce que tout simplement Donald Trump avait décidé de baisser un certain nombre d'impôts. C'est parce qu'il avait décidé de baisser justement les dépenses liées à l'armement. Vous savez très bien que les manières américains, ils sont partout. C'est l'industrie militaire, c'est partout. Donc finalement, les intérêts ne convergeaient plus. Et bien finalement, furieux qu'il est, et le Musk, parce que c'est ce qui aussi caractérise les deux hommes. Ce que Musk, c'est à l'image de Donald Trump. C'est des hommes qui sont tous imprévisibles, impulsifs. Et bien finalement, il a décidé de révéler au jet du monde certains secrets de Donald Trump, notamment cette affaire liée à Jeffrey, justement, Epstein, je crois que le nom c'est Epstein. Donc vous savez, c'est un dossier quand même qui avait voulu, ou qui avait brûlant. Justement brûlant, qui avait voulu peser sur la balance de l'élection de Donald Trump. Et finalement, je pense qu'on a dû, disons, camoufler tout ça rapidement. Camoufler justement ce dossier-là. Et bien finalement, c'est lui qui vient de révéler que Donald Trump était bel et bien impliqué dans ce trafic sexuel. Il faut le rappeler. On ne ment jamais en politique, mais on ne dit pas toute la vérité, Mohamed Leba. Et en politique, il n'y a pas d'amitié, c'est les intérêts qui comptent. Et aujourd'hui, on a l'impression que les intérêts, c'est-à-dire entre les deux personnes ou ces deux personnalités, les intérêts ne sont plus, c'est-à-dire au beau fixe. Et finalement, voilà, les relations se dégradent, disons, foncièrement. Ce divorce illustre la fragilité quand même aujourd'hui des alliances entre pouvoir et politique et capital, disons technologique. Si Donald Trump semble aujourd'hui en position de force grâce, disons notamment au levier institutionnel, il faut quand même dire que Elon Musk incarne quand même une nouvelle, disons, forme d'influence qui résiste notamment aux logistiques traditionnelles. Cette rupture, disons qu'elle pourrait toutefois affaiblir quand même, disons durablement le projet économique de Donald Trump et accélérer la décomposition même du paysage politique américain. Vous l'avez rappelé, Elon Musk qui aujourd'hui détient assez de secrets quand même de l'homme. Et Donald Trump, nous le savons réellement, ce qui l'a empêché d'être réélu, disons, pour une deuxième mandature avant quand même son retour successivement avant son retour à la Maison Blanche. Il était quand même, disons, dans
dans beaucoup d'affaires ou dans beaucoup d'ennuis judiciaires. Et aujourd'hui, avoir en face un Elon Musk avec qui il ne conjugue plus le même verbe, je crois que c'est un véritable problème pour lui, parce que l'un a les croisés, a les codes aujourd'hui nucléaires et l'autre a les algorithmes de choc. Donc il était inévitable, on s'y attendait, Yaya l'a rappelé, c'était prévisible. On se demandait jusqu'à quand et jusqu'où cette relation entre Donald Trump et Elon Musk allait partir. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes au bord d'un divorce. C'est vrai que le divorce n'est pas totalement consommé, mais il faut quand même se dire, ce choc, il était vraiment prévisible, ça ne surprend pas. Et des deux côtés, il y a aujourd'hui des conséquences qui se quand même trament, et notamment des risques aujourd'hui. Et pour Elon Musk et pour Donald Trump. Oui, Yamoussa Cheikh, rapidement, Trump, partisan d'un État fort, véritable naturaliste, il faut le rappeler. Musk, entrepreneur, mais un qualificatif très important, il est libertarien. Il s'agit d'un bras de fer qui n'est pas à minimiser, puisque ça se passe entre le président de la première puissance mondiale et aussi l'homme le plus riche de la planète Terre. Et donc vous mesurez un peu l'ampleur. Et même si aujourd'hui il y a des clashs entre les deux, puisqu'il y a Donald Trump qui qualifie de fou Elon Musk et qui le qualifie de tous les noms d'oiseaux, il y a Elon Musk qui dénonce l'ingratitude aujourd'hui de Donald Trump. Mais il faut quand même dire qu'Abdallah, que c'est une rupture qui est née d'un désaccord sur la vaste loi budgétaire voulue par le républicain Donald Trump, vous l'avez rappelé, le texte qui prévoit d'énormes allègements fiscaux, des lourdes dépenses pour la dépense et des coûts dans les prestations sociales. Et donc, c'est d'où est parti un peu le désaccord. D'où est parti le désaccord entre Donald Trump et Elon Musk. Pour le moment, il y a Donald Trump qui fait assez de menaces, c'est vrai, puisqu'il a même menacé Elon Musk de lourdes conséquences sans pourtant dévoiler. S'il venait à soutenir ses adversaires. Ses adversaires qui sont les démocrates dans cette situation. Surtout livrer aussi les républicains, parce qu'il en a beaucoup de secrets. C'est vrai qu'il n'a pas dévoilé la nature de ces conséquences lourdes, entre guillemets, qu'il qualifie. Mais il faut dire que cette rupture entre Elon Musk et Donald Trump pourrait mettre à mal le spatial américain. Vous comprendrez que c'est un projet, puisque avant tout, dans le spatial, il y a un domaine stratégique et souverain que les États-Unis et SpaceX ont le plus à perdre dans cette rupture. Alors que ce soit aujourd'hui dans l'accès à l'espace, les vols habités, les constellations et le retour sur la Lune et de même Mars, la NASA et le Pentagone. Le projet fou de Musk. Justement, la NASA et le Pentagone dépendent quasi exclusivement de SpaceX. Alors aujourd'hui, les deux ont intérêt à trouver un terrain d'entente. Sinon, il y aura quand même des répercussions énormes. Il y a la Russie déjà qui a donné déjà un asile. Disons à Elon Musk, s'il en avait dégiré. C'est ça aussi la géopolitique, et vous l'avez compris, nous avons encore en tout cas terminé avec cette autre émission, cet autre numéro de cette émission. Yaya Diallo, merci. Merci Abdallah. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, c'est un plaisir. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.